Comment attirer de nouveaux publics? Comment renouveler sa manière de traiter l'information et comment s'adapter aux médias numériques? 3 questions que s'est posé le groupe Bayard Presse, propriétaire du quotidien La Croix, de l'hebdomadaire Le Pèlerin, entre autres. 3 questions auxquelles il vient d'apporter une réponse. Un nouveau média gratuit, 100% numérique, au nom étonnant, l'Anti-Éditorial. Bonjour Jean-Pierre Denis. Bonjour. Vous êtes journaliste et c'est vous qui lancez ce nouveau média numérique, l'Anti-Éditorial. Titre étonnant, qu'est-ce qu'il signifie? Vous savez, j'ai donné mon avis pendant de très nombreuses années. J'étais directeur de la rédaction d'un hebdo engagé, un hebdo d'opinion, l'Avis. Donc j'ai fait des éditos pendant 14 ans. J'en ai signé, je crois, plus de 700. Donc c'est très agréable, c'est très intéressant, c'est très gratifiant de donner son avis. Mais je vais vous faire une confidence. Au bout de quand même de nombreuses années, je me suis aperçu que j'étais affecté d'une curieuse maladie, assez rare dans notre profession d'ailleurs. Finalement, mon opinion m'intéressait toujours, mais celle des autres m'intéressait de plus en plus et elle a fini par m'intéresser plus que la mienne. J'ai envie de dire, je me fais l'avocat des gens qui nous écoutent, il serait temps de s'intéresser à l'opinion des autres, non? Oui, alors plutôt voilà, que la sienne. Justement, c'est un peu un retour aux fondamentaux du journalisme. C'est vrai que moi, je vous dis franchement, je donnais mon opinion dans un journal d'opinion, mais en fait, beaucoup de médias qui se disent non engagés, objectifs, pas situés, enfin vous pouvez employer tous les mots que vous voulez, en fait défendent souvent des points de vue. Et en fait, quand on discute avec beaucoup de gens, ils vous disent j'en ai un peu assez que les journalistes me donnent son opinion, je préférerais d'abord qu'ils m'expliquent. Alors je me suis dit, c'est ça au fond ce que je veux faire, revenir à des fondamentaux du journalisme, raconter une histoire, s'intéresser aux autres, vous avez raison, c'est quand même la base de ce métier. Et puis aussi permettre à celui qui regarde la vidéo, à celui qui lit la newsletter, à celui qui écoute le podcast, puisqu'il y a les 3 formats, de se faire lui-même son avis. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être est un petit peu trop perdu de vue. Pas par tout le monde, mais un peu quand même. Alors déjà, c'est pas commun. Et ce qui est pas commun non plus, c'est ceci. Normalement, quand on lance un nouveau média, on a reçu beaucoup ici de créateurs de médias, de journalistes. Je leur dis, c'est quoi votre sommaire? Là, il n'y a pas de sommaire, il y a un thème. Une fois par semaine, le jeudi, un seul thème. Pourquoi ce choix? D'abord, je crois que l'information, elle est partout. Ouais. Elle est omniprésente, donc tout est partout. Donc mon idée, c'est au contraire d'avoir le parti de traiter un sujet à fond, c'est-à-dire d'essayer de faire autant qu'on peut le faire dans ce métier, mais sur une newsletter, on a beaucoup d'espace. Dans une vidéo de 6 minutes, on peut dire beaucoup de choses, d'aller au bout d'un sujet. Le reste, tout est traité partout, tout le temps, mais on l'entend passer, vous voyez, et puis on se dit, qu'est-ce que c'est que cette info, qu'est-ce que ça signifie? Simplement, d'où ça vient? Pourquoi cette idée est intéressante? Revenir encore une fois à ces questions. Non, j'ai bien compris tout ça. Ma question était, pourquoi ne pas panacher? C'est-à-dire que vous faites un thème, puis un autre, et comme ça, on se dit, ça pourra plaire à plusieurs publics. Est-ce que vous êtes inspiré, par exemple, du succès du journal Le 1, qui traite lui-même un seul thème? C'est un succès qui, en effet, est tout à fait inspirant et éclairant. C'est d'abord quelque chose de modeste. Si vous voulez, c'est d'abord un média modeste. Faut pas avoir la folie des grandeurs. Donc, je commence par traiter un sujet par semaine. On verra si ça rencontre un public, on verra ce que ça devient. J'ai aucune idée sur la question, mais ça me paraît déjà une ambition à mon échelle suffisante. Je reste au chapitre de la modestie. L'Anti-Éditorial est décliné sur les supports numériques. Vous écrivez, vous publiez votre texte via une newsletter, vous parlez face caméra sur YouTube et vous enregistrez votre voix qu'on peut écouter en podcast. Le texte est identique sur les 3 canaux. Pourquoi ce choix? C'est intéressant d'offrir cette possibilité au public de choisir. C'est aussi une façon de... Vous savez, c'est un peu une aventure, en fait. Je vais vous répondre peut-être plus directement. Moi, j'ai posé ma question différemment. Alors. C'est une aventure. Ouais. Et on ne sait pas ce qu'elle va donner, donc on avait envie d'essayer sous plusieurs formats et de permettre au public de choisir. Alors je suis tout à fait incapable de vous dire si l'un de ces 3 médias va prospérer, je n'ai aucune idée. Peut-être qu'on s'apercevra que la vidéo, qui est un média qui va toucher peut-être un public plus jeune, et ça c'est intéressant aussi pour le groupe Bayard, va prospérer. Peut-être que la newsletter va toucher aussi un autre public, je ne sais pas. Je veux dire, le sens de ma question, elle était un tout petit peu technique, même technico-technique. C'est que vous savez très bien qu'on n'écrit pas de la même façon si on fait de la radio ou si on écrit. Si j'écris un article, je n'écris pas de la même façon que si j'écris pour la radio. Ah oui, d'ailleurs, ce sont 2 écritures. En effet, la newsletter, elle est 2 ou 3 fois plus longue en contenu que la vidéo ou le podcast. Ce sont 2 écritures. Voilà, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est le même thème, mais ce n'est pas le même texte. C'est le même sujet, mais écrit de 2 manières différentes pour des médias qui sont différents. Il fallait que ce soit dit. Alors, l'Anti-Éditorial a été lancé jeudi dernier. Le premier sujet, les budgets genrés, extrait. La nouvelle municipalité écologiste de Lyon vient d'annoncer que son premier budget sera genré. Autrement dit, que toutes les dépenses publiques passeront au crible de l'égalité homme-femme. L'info a fait le buzz, les réseaux sociaux se sont agités, on s'est énervé ou on a applaudi.
mais en fait, on ne nous a pas vraiment expliqué le fond des choses. Voilà donc un vrai bon sujet pour le premier épisode de l'anti-éditorial. Après tout, c'est le but de ce nouveau média, écarter les postures idéologiques, regarder de plus près les idées sans filtre. Sans filtre, qu'est-ce que cela signifie à vos oreilles ? Ça signifie qu'il faut arrêter de faire la morale avant d'expliquer les faits. Moi, je trouve que ça devient de plus en plus pénible, cette façon qu'on peut avoir de dire ce qu'il faut penser avant d'avoir expliqué, raconté. Alors, je ne dis pas que tous les journalistes le font, mais il y a quand même le fond, une sorte d'ambiance, d'atmosphère qui explique aussi la perte de confiance de beaucoup dans les médias. Le baromètre de la Croix, chaque année, le mesure très bien, même si cette année c'était un petit peu meilleur. Ouais. Donc voilà, il y a aussi, et puis derrière cette idée d'enlever les filtres, c'est aussi d'enlever les barrières. Parce que finalement, on l'a tous constaté, on le dit beaucoup, on peut prendre l'exemple par exemple des électeurs américains. Vous savez qu'aux États-Unis, les électeurs démocrates ne rencontrent jamais d'électeurs républicains et réciproquement. Et après, on s'étonne que la majorité d'entre eux, ils sont de plus en plus enfermés dans des milieux homogènes. Les algorithmes sur les réseaux sociaux nous enferment encore plus là-dedans. Et donc après, tout d'un coup, on a le choc de sa vie quand on rencontre quelqu'un qui est différent. Alors si on passe son temps à constater qu'il y a ce problème, que chacun est de plus en plus enfermé dans ses bulles et que les opinions du coup des autres deviennent de plus en plus insupportables, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est aussi mon pari. Je me suis dit, mais enlevons ces barrières, permettons aux gens d'écouter, d'entendre de manière bienveillante les idées des autres. Une question très complexe et profonde. Vous dites sans filtre, mais vous savez très bien que choisir un sujet, c'est déjà le faire passer à travers un filtre. Les informations que vous choisissez sont par définition filtrées. Donc comment sortir de ce hiatus, de ce paradoxe ? C'est vous qui les choisissez, les infos. Donc il y a un filtre. C'est vous-même, Jean-Pierre Denis. Bien sûr. Alors on peut dire que l'anti-éditorial reste la poursuite de l'éditorial par d'autres moyens, si vous voulez. Mais ouais. En effet, je décidais de partir de mes propres questions et de le dire de la manière la plus honnête qui soit. Sur le budget genré, par exemple, j'ai commencé par être, comme peut-être certains de vos auditeurs peuvent l'être, agacé par ce qui m'a semblé être un gadget. Donc je suis parti de mon propre questionnement. Très intéressant. Allons-y au cheminement. Et qu'avez-vous découvert que vous ne soupçonniez pas sur ce budget genré, par exemple ? J'ai découvert que c'était un sujet beaucoup plus profond qu'il ne semblait, que c'était une histoire beaucoup plus ancienne que je ne le croyais, et que c'était un instrument politique beaucoup plus puissant que je ne le pensais. Un exemple concret ? Je pensais que c'était un truc de com. En fait, c'est quelque chose qui peut réaligner complètement une politique au niveau d'une municipalité, parce que, par exemple, on donne souvent l'exemple des subventions aux clubs sportifs. On s'est rendu compte que l'argent allait surtout aux clubs sportifs favorisant des activités masculines, par exemple le football. Et donc quand on commence à tout réaligner avec cet instrument, on s'aperçoit que c'est un moyen de transformer assez radicalement les choses. Donc vous voyez, quand on commence à rentrer dans un sujet avec bienveillance, on s'aperçoit que c'est peut-être pas toujours aussi idiot. Après, on garde son esprit critique, et si les personnes écoutent l'anti-éditorial, verront que je me pose après un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on va trouver ensuite dans les prochains numéros de l'anti-éditorial ? Réponse avec Jean-Pierre Denis. Culture Média continue. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. En compagnie de Jean-Pierre Denis, créateur de l'anti-éditorial, un nouveau média hebdomadaire 100% numérique, 100% gratuit. Ça a démarré jeudi. L'idée, c'est de donner un fait, pas un point de vue, pas d'opinion, dites-vous. On va revenir à cette première vidéo. Il est question du budget genré. Et voici votre conclusion. Le fait que l'on ne parle pas de budget sensible aux pauvres, ou de budget sensible aux quartiers populaires, ou encore de budget sensible aux familles, montre à quel point les rapports hommes-femmes ont absorbé la question sociale, plaçant au second rang les enjeux de redistribution qui ont longtemps été le grand combat de la gauche. Votre conclusion, il y a des mairies qui accordent une grande importance aux aides à la redistribution. C'est pas un constat que vous faites là, c'est un point de vue. Oui. Donc c'est un édito. C'est pas alors d'abord je commence par partir des questions que je me pose. Ouais. Ensuite j'explique le plus honnêtement le sujet, le plus honnêtement possible, et je me suis aperçu que c'était je vous le disais à l'instant, quelque chose d'absolument puissant, efficace et tout à fait sérieux, le budget genré. Et puis je retrouve mon rôle de journaliste, mais seulement après, qui est de poser un certain nombre de questions, de me poser un certain nombre de questions pour rouvrir le débat et engager le débat
avec le lecteur ou le spectateur de la vidéo. Parce que chaque newsletter, chaque vidéo se termine par une question. Oui, je trouve intéressant d'interagir aussi avec l'auditeur, si c'est le podcast, ou avec le lecteur ou celui qui a vu la vidéo. Je trouve que c'est très intéressant de prolonger le débat, puisque justement, c'est un acte finalement important que de dire je ne veux pas donner mon avis tout le temps, je veux aussi que vous fassiez votre opinion par vous-même. Donc logiquement, c'est pas moi qui dois avoir le dernier mot. Le débat, il se prolonge dans la tête de l'auditeur, du spectateur, du téléspectateur, ou est-ce qu'aussi il y a un endroit où les gens peuvent venir écrire et chatter? Les gens peuvent venir chatter avec une possibilité de participer au débat qui fonctionne déjà très bien, je dois dire. Avec un débat de qualité. Et je voudrais dire une chose, vous savez, quand on regarde les commentaires sous les articles, parfois dans la presse, on se dit, parfois, honnêtement, ça vole pas toujours très très haut les commentaires, les gens finissent par s'insulter, etc. Ouais. Mais quand on fait le pari d'un rapport de confiance avec le lecteur, en disant on va faire confiance à votre intelligence, on va pas vous dire ce que vous devez penser à l'avance, et ben s'engage derrière, comme par hasard, un débat de qualité, ce qu'on a constaté dès la sortie de l'anti-éditorial jeudi dernier. Est-ce que la mairie de Lyon, la municipalité de Lyon, a commenté? Alors, à ma connaissance, non. C'est dommage que les personnes qui sont concernées n'aient pas eu envie de donner leur point de vue. Je serais très heureux qu'ils le fassent. Ça, j'imagine bien. L'anti-éditorial, je l'ai dit, est entièrement gratuit. Il suffit de s'inscrire pour recevoir la newsletter. Pourquoi avoir fait le choix de la gratuité? On ne peut pas considérer qu'il y a une crise démocratique, qu'il y a une crise de confiance dans les médias, et pour un groupe comme Bayard, ne pas se dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément de réponse. Bayard, c'est une entreprise qui est d'abord très engagée dans l'éducation, la presse jeune, des médias comme J'aime lire, publication très populaire dans la presse éducative. C'est des médias grand public, c'est Notre Temps, c'est Pèlerin, vous avez cité La Croix, c'est une information de qualité. Donc il y a cette culture-là. D'autre part, évidemment, ce n'est pas simplement, je dirais, c'est un service qui est rendu au public, mais ce n'est pas un média de service public, donc il y a un modèle économique à trouver. Pour l'instant, on est dans une expérimentation sur 3 mois. On va voir si l'anti-éditorial trouve son public. Tout le monde me dit c'est génial, c'est très intéressant, c'est formidable. On va voir si le public D'accord. suit. En gros, vous le donnez gratuitement, et puis quand les gens seront accrochés, ça va devenir payant. Ça sera quoi le modèle économique? Pas du tout. Alors il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'on développera d'autres propositions éditoriales autour, qui seront des propositions à ce moment-là payantes, comme le font certaines newsletters. D'ailleurs, il y a ce modèle est en train d'émerger. Donc avec un anti-éditorial gratuit et puis peut-être des propositions complémentaires qui peuvent être des propositions d'abonnement. Et deuxièmement, il y a un modèle aussi qui est très intéressant pour un média comme celui-là, qui est un geste civique, je dirais, c'est le don. Vous avez un très grand média qui fonctionne sur le don, c'est The Guardian. Donc c'est un média évidemment énorme, un des principaux médias d'information anglophone. Le Guardian a fait le choix d'être un média gratuit qui repose uniquement sur le don. C'est-à-dire que si vous aimez cette information... L'espace numérique du Guardian, parce que le Guardian, c'est un journal payant. Oui. C'est un journal papier payant. Oui, mais le journal papier payant est devenu aujourd'hui pratiquement secondaire dans le modèle économique du Guardian. Il n'a plus la fonction qu'il avait évidemment il y a quelques années. Donc aujourd'hui, il fonctionne essentiellement sur le don. Alors c'est un média énorme à grande échelle. On verra si on peut expérimenter ce modèle à une plus petite échelle si l'anti-éditorial se développe. Est-ce que vous pourriez introduire de la publicité? Non. Bim, comme ça c'est clair. Quel premier retour avez-vous de l'expérience, puisque ça a démarré jeudi? Alors l'avantage du numérique, c'est qu'on sait tout de suite si quelque chose marche ou marche pas. Alors tout de suite, ça réagit très très positivement. Le nombre d'inscrits se fait par le bouche à oreille, donc avec très peu de moyens, mais on est on est très bien parti. Vous n'avez pas très peu de moyens, vous avez quand même un support de presse, vous avez le groupe Bayard, donc c'est déjà annoncé dans les journaux, j'imagine. Oui, bien sûr, mais c'est pas rien non plus, c'est pas partir de ex nihilo. Je fais pas ça dans ma cuisine, oui. Oui. Non, mais vous avez quand même des moyens, vous avez un groupe de presse. Même si ma cuisine est par ailleurs très agréable. Non, mais évidemment, c'est un groupe de presse qui met des moyens dans un projet, mais qui reste un projet expérimental. Avec quelle équipe vous travaillez sur l'anti-éditorial? Vous êtes tout seul, puisque vous parliez de votre cuisine, vous êtes tout seul, ou il y a une équipe avec vous? Alors il y a une petite équipe qui a travaillé sur le design du site, sur l'architecture. Il y a beaucoup de choses qui sont à concevoir derrière. On a travaillé avec une société de production qui s'appelle Gisèle Production aussi pour la réalisation de la vidéo. Mais sur le contenu?
Sur le contenu, journalistiquement, je suis tout seul. Jean-Pierre Denis, on vous connaît peu. Vous m'avez dit hors antenne que vous aviez démarré ici sur Europe 1. Enfin, pas dans ces locaux, c'était rue François 1er. Rue François 1er, j'étais l'assistant d'une émission qui était une émission de Dominique Souchier à l'époque, mais c'était il y a très 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 longtemps, disons 25 ans à peu près. Vous avez passé justement 25 ans ensuite à travailler pour le magazine La Vie. Vous en avez été le directeur de la rédaction pendant 14 ans. Vous l'avez quitté l'an passé pour arriver dans le groupe Bayard il y a 8 mois. Vous dites que vous êtes venu, j'aime beaucoup cette phrase, pour faire des choses que vous ne savez pas faire. C'est-à-dire ? C'est une énorme chance dans la vie. J'ai 53 ans, je suis un homme de l'écrit. J'ai dirigé un hebdo, je sais faire une couverture, choisir un titre, diriger une rédaction. Et bien là, je me lance dans des choses que je ne connais pas, la newsletter, la vidéo. Je souris parce que je pense à vos patrons. Moi, j'engagerai jamais quelqu'un pour ce qu'il sait pas faire. Si un type est très fort en gardien de but, je vais pas le mettre à l'ailier gauche. Comment avez-vous obtenu la confiance de vos patrons ? Alors, invitez-les pour leur poser la question. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est une. Évidemment, on n'arrive jamais complètement vierge sur. On a une expérience. J'ai une expérience de journalisme. Moi, je suis quelqu'un qui est un homme de projet, qui est un homme d'idées, de création, et donc c'est ça que j'ai essayé d'apporter dans un groupe qui a beaucoup de créativité déjà. Très rapidement, le deuxième épisode, vous savez de quoi vous allez parler jeudi prochain ? Oui. Alors, c'est très simple. Manger des frites, c'est bon pour la santé. Vous voyez que les idées, c'est pas seulement des choses qui parlent à notre cerveau, ça concerne aussi notre vie quotidienne. Quel programme ? Je peux vous dire que ça va plaire. Tout ce qui est anti-doxa, ça va plaire, surtout dans ce sens-là. Merci beaucoup Jean-Pierre Denis, vous êtes le créateur de l'Anti-Éditorial, nouveau média hebdomadaire. C'est 100% numérique et 100% gratuit. Donc rendez-vous pour le deuxième épisode avec un cornet de frites. Dans un instant, focus sur Secret d'Histoire, l'émission historique de France 3 qui connaît un succès quasiment non démenti depuis 2007. On en parle avec son producteur historique, par définition, Jean-Louis Remilleux.